merci pour cette belle opportunité de communication sur les savoirs traditionnels ivoiriens dans la prise en charge du Covid. Et donc, nous n'avons qu'une prétention de dire que le Covid se traite en Côte d'Ivoire, mais seulement que les symptômes qui sont associés au COVID sont des symptômes qui sont déjà connus par les populations. Et donc, la documentation à cet effet a été déjà produite depuis belle lurette. Et donc, ce que je tenterai de faire dans cette présentation, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsque la crise a débuté. Alors, je présenterai donc le sujet sur les savoirs traditionnels de la société ivoirienne au profit de la lutte intégrée contre les manifestations symptomatiques du Covid. Moi, je suis enseignant-chercheur d'université, je suis maître de conférence en pharmacologie, rédacteur en chef d'une revue de l'espace CAMES, et donc qui s'intitule Pharmacopée et médecine traditionnelle africaine. Et donc, dans ce cadre-là, je mène toujours mes activités en rapport avec les plantes médicinales. Alors, le plan de présentation que je vous propose est le suivant. D'abord, je ferai un contexte. Je parlerai par la suite des savoirs traditionnels en considérant trois angles de ces savoirs-là, les praticiens, les pratiques et les produits. Ensuite, j'aborderai le sujet des données ethnopharmacologiques sur la prise en charge des symptômes associés au Covid. Dans ces données, on aura les données observationnelles et puis on aura ce qu'on appelle la documentation qui a été déjà produite avant même que ces symptômes soient associés au Covid. Par la suite, de façon pratique, je présenterai la contribution des praticiens de médecine traditionnelle dans la lutte contre le Covid en Côte d'Ivoire. Je tirerai une conclusion et je dégagerai des perspectives par la suite. Alors, je me permets d'abord de vous présenter la Côte d'Ivoire. C'est un pays en Afrique de l'Ouest. Voilà, et nous appartenons à un espace qu'on appelle l'espace CEDEAO. Et dans ce cadre-là, nous avons donc un pays avec plus de 4 groupes ethniques dont vous pouvez vous imaginer la variation au niveau des pratiques traditionnelles. Une population qui s'estime autour de 28 millions d'habitants. Et donc, nous avons au total plus de 65 ethnies. Les données récentes nous disent que nous avons autour de 69 ethnies au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, ce pays est un pays qui est très beau. Et donc, du coup, je profite pour dire à Jean-Yves que nous sommes candidats pour l'organisation du prochain colloque. Si ça vous intéresse de nous sélectionner, nous serons très heureux d'accueillir un colloque sur les ethnomédecines. Et donc, je vous propose de voir quelques images de mon pays. Alors, vous avez la capitale économique qui est Abidjan, avec la lagune qui borde toute la cité. Et ensuite, vous avez la capitale politique qui est Yamoussoukro, avec la basilique Saint-Paul de Yamoussoukro, qui est Notre-Dame de la Paix plutôt, qui est une basilique qui a été construite sur plus de 50 hectares, on va dire, et donc qui fait la fierté de notre pays en matière de croyances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant la période Covid? Durant la période Covid, nous avons dénombré, les chiffres ne sont pas actualisés parce que ces données, je les ai pris depuis le 2 juin plutôt. Et donc, nous avons au total 82 215 personnes qui ont été contaminées. Sur les 82 000, il y a eu 81 personnes, 339 personnes qui ont été guéries. Il y a eu 799 décès et 876 personnes qui étaient actives à la date du 2 juin. Mais la Côte d'Ivoire présente un taux relativement faible en termes de contamination par le Covid. Alors, nous avons cherché à savoir qu'est-ce qui a motivé cela. Mais déjà, avant de voir qu'est-ce qui a motivé cela, qu'est-ce qui a fait cela, nous nous sommes dit quelles étaient les initiatives de l'État pour gérer cette crise. Alors, comme initiative, il y a eu des recommandations générales qui ont été dictées par l'OMS. Il y a eu également la grande campagne de vaccination qui a eu lieu. Mais surtout, cette date nous a marqué en Côte d'Ivoire, nous qui étions déjà dans la médecine traditionnelle, le 27 mars 2020. Le 27 mars 2020, l'État envoie le ministère de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, pour demander officiellement que les tradithérapeutes contribuent à trouver une solution à la crise que traverse le pays. Et donc, cette initiative nous a beaucoup plu et nous avons également dit quelles étaient les motivations de l'État pour inviter solennellement comme ça, au cours d'une réunion avec les praticiens, de faire cette contribution. Alors, les motivations sont là, elles existaient déjà, qu'il y avait une documentation qui existait au niveau des symptômes associés au Covid, qui avait été écrite depuis très longtemps. Il y avait également les pratiques observables sur les marchés, comment les populations se sont comportées lorsque la crise a débuté. Et ensuite, comment est-ce qu'une nouvelle maladie était gérée en communauté. Parce que quand il y a une nouvelle maladie, forcément, il y a des pratiques
déjà qui existent en communauté qui permettaient de limiter la propagation de cette maladie. Donc, quand nous avons interrogé les gouvernants, ils nous ont dit, voilà, c'est pourquoi nous voulons que la médecine traditionnelle contribue, parce qu'une chose est sûre, ça apportera quelque chose dans la gestion de la crise. Alors, sur cette base, nous avons donc cherché à comprendre sur le plan traditionnel comment est-ce que les populations géraient l'apparition d'une nouvelle maladie en communauté. Et sur cette base-là, nous avons fait 3 considérations qui sont des considérations qu'il faut prendre en compte quand on parle de la médecine traditionnelle. Il s'agit donc des praticiens, des pratiques et des produits. Alors, qu'en est-il des praticiens? Les praticiens d'abord cherchaient à comprendre la maladie. Qu'est-ce qui était à l'origine de la maladie? Et donc, en Côte d'Ivoire, les praticiens sont catégorisés. La dernière fois, Véronique a présenté un peu les différentes catégories en termes de professionnalisation des praticiens de médecine traditionnelle. Et donc, la première interrogation des praticiens de médecine traditionnelle, c'est de savoir comment la maladie est apparue. Alors, il va expliquer la maladie sur plusieurs angles. Nous avons retenu ici 3 angles. Le premier angle, c'est de dire c'est un déséquilibre entre l'homme et son milieu de vie. C'est une nouvelle maladie, il ne connaît pas. Il dit non, il y a quelque chose qui s'est produit entre l'homme et l'endroit où il vit. Deuxième chose, il dit, il y a eu certainement une violation grave des principes de vie communautaire. Alors, cela peut être à l'origine d'une nouvelle maladie pour lui. Et aussi, l'aspect qui sort surtout, c'est les ancêtres sont mécontents de nos pratiques. Ils ne sont pas contents, donc la maladie apparaît. Et enfin, l'autre considération qui était faite, c'était de dire qu'il y avait une intrusion des forces nuisibles dans la communauté. Et donc, il fallait alors adopter des pratiques. Et ces pratiques-là vont se limiter, vont être représentées de cette manière. Il y a ce qu'on appelle la danse de purification dans les communautés qui vont se faire. Ça veut dire qu'un groupe de femmes choisit une heure bien précise et elles vont danser pour purifier le village en jetant du kaolin un peu partout pour permettre à ce que s'il y a des forces nuisibles, ces forces nuisibles puissent quitter l'environnement. Et puis aussi, il y a les libations qui vont permettre de demander pardon aux ancêtres. On vous demande pardon parce que et on les invoque. Donc voici des pratiques qui ont eu lieu dans certaines communautés lorsque la maladie a commencé à apparaître. Et par la suite, on va aller à l'autre aspect qui était le confinement. Mais en communauté, on ne parle pas de confinement, on isole la personne. Et la seule personne qui pouvait accéder à la personne qui était atteinte de cette nouvelle maladie, d'une nouvelle maladie, c'était que le tradipraticien, qui lui était supposé être protégé contre toutes sortes de maladies. Et donc, on isolait le malade et puis ça se traitait. Donc, ça veut dire que ces pratiques de confinement qu'on a vécues pendant la période de Covid, ce sont des pratiques qui existaient déjà en communauté, mais pas sous le thème de confinement. Voilà. Et donc, voici un peu ce qui se faisait. Et puis, par la suite, il y a eu les produits. Et donc, les femmes, il y a eu cette ruée des vendeuses de plantes sur les produits végétaux. Et donc là, sur la photo, ici, on a des femmes qui conditionnent des espèces végétales dans le but de les offrir en traitement aux populations. Donc ces espèces végétales pouvaient être vendues sous leur forme fraîche, régulièrement pour les plantes aromatiques, et sous leur forme séchée pour les autres plantes. Donc ici, on a une image de plantes séchées qui sont vendues également. Et par la suite, on a les praticiens qui se retrouvaient donc dans les centres de médecine traditionnelle qui proposaient des solutions et qui pouvaient être conditionnées, bien emballées et tout cela. Donc voilà un peu en ce qui concerne les produits. Par la suite, nous avons tenté d'observer donc quelles étaient les données ethnopharmacologiques sur la prise en charge des symptômes associés au Covid. La première des choses, tout à l'heure, j'ai posé une question sur les anti-inflammatoires. Lorsque la crise a débuté en Côte d'Ivoire, on a eu une ruée sur une plante qu'on appelle le margousier, qui est le nîmes en fait, Azadirachta indica. Il y a eu une ruée des populations vis-à-vis de cette plante parce que cette plante est utilisée dans le traitement du palu. Et donc, initialement, il y a eu cette ruée, on pouvait voir des gens vendre des plantes, des plantes de Nîmes un peu partout dans la rue. Là, sur cette photo, vous voyez que là, c'est une dame qui vend originellement des oignons. Mais vu que la population était vraiment attirée par les plantes, elle s'est mise à vendre aussi les plantes, les feuilles de Nîmes. Et ça se vendait très bien. Les tradipraticiens nous ont dit, lorsqu'on était dans la période de novembre, décembre, janvier 2021, le chiffre d'affaires, les herboristes surtout, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 40%. Ce qui montre évidemment que les populations étaient intéressées par les plantes comme première solution pour juguler cette crise. Par la suite, il y a eu, au regard de l'engouement, il y a eu une mission du ministère sur les marchés de plantes médicinales
pour voir réellement ce qui se passe. Et donc sur cette photo-là, il y a une mission qui a lieu. Ils vont visiter les marchés de plantes médicinales et on va interroger les populations, on va interroger les vendeuses. Quels sont les motifs d'achat des plantes et quelles sont les pathologies, quelles sont les plantes qui sont les plus vendues. Donc sur cette base, nous avons donc identifié ces motifs. Les demandeurs, les populations allaient vers ces herboristes-là pour les raisons suivantes: le rhume, la toux, les maux de gorge, la fatigue et la courbature et les fièvres, qui sont des signes associés au Covid. Et nous avons fait une estimation à partir des personnes qui ont été interrogées. Et nous avons vu qu'il y avait 35% de cas de consultation pour les rhumes, 20% pour les cas de consultation de la toux et 15% pour la gorge. Et ensuite, on en avait pour la fatigue et la courbature à 20% et la fièvre 10%. Quelles étaient les plantes? Il y avait deux types de situations. D'abord, la personne venait et disait que je voulais telle plante. Et il y avait la situation où la personne venait et disait à l'herboriste: j'ai les narines qui coulent et je voudrais que tu me conseilles une plante. Et donc, quand on fait l'estimation de toutes ces plantes, on se retrouve donc avec des plantes qui sont assez connues, de la littérature, de la pharmacopée. Et donc, on voit, et on a encore le fameux gingembre, qui a été donc tout à l'heure parlé, qui a été tout à l'heure illustré par le collègue, qui apparaît également comme étant une des plantes qui était la plus utilisée. Et on a également une plante qu'on appelle Ocimum gratissimum, qui est une plante qui est très utilisée en matière pour décongestionner les narines. Et donc, ces plantes-là étaient utilisées. Donc, là, nous avons fait un échantillonnage nous avons présenté que 20 plantes, mais il y en a plus que cela. Alors, mais est-ce que ces plantes étaient nouvelles? Non, ces plantes n'étaient pas nouvelles, parce que ces plantes étaient déjà connues par les populations pour le traitement des mêmes symptômes qui étaient associés au Covid. Et je ne saurais passer sur la documentation sans vraiment parler des personnes qui ont marqué la vie de la biologie végétale en Côte d'Ivoire. Vous avez donc ici le professeur Jean-Laurent Guédé. Je viens d'une université qui porte son nom. C'est un très grand botaniste qui a travaillé sur les plantes médicinales. Et ensuite, vous avez à l'extrême ce qu'on appelle pour nous le savant de la nature, le professeur Akeasi Laurent, qui est un très grand botaniste, qui est à mesure de vous identifier la plante même sur la base des odeurs, sur la base du goût et tout ça. Et donc, ces personnes avaient déjà documenté les traitements dans des documents. Et enfin, au milieu, ça a été mon professeur formateur, le professeur Frédéric Guédéguina, qui m'a formé en pharmacologie et donc qui me permet aujourd'hui de recouper les données issues des écrits qui datent d'avant Covid. Alors, avec le professeur Akiassi, il a écrit 2 œuvres qui m'ont marqué lorsque j'ai parcouru ces œuvres. D'abord, il y avait l'abrégé de médecine et pharmacopée africaine, quelques plantes employées traditionnellement dans la couverture des soins de santé primaire. Il a produit cette œuvre. Ensuite, il est venu parler des plantes alimentaires de cueillette de l'Afrique de l'Ouest. Et on pourrait donc retrouver les plantes, on a retrouvé certaines plantes qui étaient déjà sollicitées par les populations dans ces œuvres. Ensuite, il y a eu le professeur Jean-Laurent Guédé qui a parlé des cypéracées et qui a fait des notes ethnobotaniques sur les plantes médicinales utilisées par les populations BT du département de Daloa. Alors, je vous ai dit qu'on a près de 69 ethnies. Le BT constitue une ethnie de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé. Déjà depuis 1974, Debré Bouquet avait déjà documenté les plantes médicinales de la Côte d'Ivoire. Debré Bouquet. Et dans ces œuvres-là, il décrivait textuellement comment est-ce qu'une plante pouvait être utilisée pour soigner la toux, pour soigner le rhume, les fatigues, les courbatures. Ça, c'était déjà en 1974. Et par la suite, plus récemment, le Programme national de promotion de médecine traditionnelle, pour lequel je suis un consultant, a édité le livre sur la pharmacopée ivoirienne. Et dans ce document aussi, on retrouvait effectivement des plantes qui étaient utilisées par les populations sur les marchés. Alors, sur cette base, nous avons recoupé toutes ces informations qui viennent de tous ces auteurs. Donc, avec Debré Bouquet, nous avons identifié 72 espèces végétales qui étaient utilisées. Avec le professeur Jean-Laurent Guédé, nous avons identifié 63 espèces. Et avec le professeur Akeassi Laurent, nous avons identifié 59 espèces. Quand nous avons recoupé les informations provenant de ces 3 auteurs, nous avons identifié 40 espèces qui étaient citées par ces auteurs qui étaient communes dans le traitement de ces pathologies. Alors, j'ai fait une représentation en Y qui semble être un V parce que je me suis dit qu'au cœur de ces 40 espèces-là se trouverait probablement la solution pour le Covid. Donc, sur cette base, nous avons donc continué, nous avons cherché à savoir un peu quelle était réellement la contribution de façon pratique sur le terrain des populations.
les praticiens ont été utilisés pour deux activités. La première activité, c'était la sensibilisation au sein de la communauté. Pour leur dire qu'il y avait une maladie qui était arrivée et que voilà ce qu'il fallait faire. Donc, ils ont été utilisés pour passer ce message au sein de leur communauté. Et donc, il y a eu des ateliers de formation, de sensibilisation. Et les praticiens même ont participé aux dons de matériel pour le lavage des mains. Pour le lavage des mains, ils ont fait des dons. Et par la suite, il y a eu, pour répondre à cet appel solennel de médicaments, il y a eu des propositions de médicaments qui ont été adressées au Programme national de promotion des médecines traditionnelles. Et après tri, nous avons retenu 30 remèdes qui ont donc été soumis à la faculté de pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny, donc à Cocody, à Abidjan, pour faire des analyses. Donc voici un peu comment est-ce que les praticiens ont agi au sein de la communauté. Alors, je vais donc terminer par la conclusion, simplement, dire que le savoir-faire traditionnel en matière de gestion d'une pandémie était déjà disponible. Le confinement, tout ça, ça se fait déjà en communauté. L'isolement, ça se fait en communauté. Ensuite, la flore ivoirienne est très riche en matière de propositions pour prendre en charge les symptômes liés au Covid. Ensuite, il y a eu une participation active des praticiens de médecine traditionnelle dans la sensibilisation et il y a eu aussi la mise à disposition des propositions de remèdes auprès de la communauté scientifique pour des analyses. Alors, en perspective, ce que nous nous proposons donc de faire, c'est donc de développer des structures locales d'appui à la valorisation des savoirs traditionnels. Et pour ce faire, moi et mes collègues, nous avons mis en place ce qu'on appelle au niveau de notre université le groupe d'excellence de recherche sur les produits de la pharmacopée traditionnelle. Et ce groupe a initié sous fonds propres la construction de bâtiments dans le but d'analyser, de traiter certaines données relatives aux propositions de médicaments. Et donc vous avez à droite les bâtiments qui sont en train de sortir de terre. Il y a un bâtiment qui est déjà terminé. Le bâtiment qui n'est pas totalement terminé, c'est le bâtiment dans lequel on va faire de l'encadrement, du conseil aux praticiens et surtout de la formation. Et donc, chers collègues, chers invités, participants, voici un peu ce qui a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire en termes de savoir traditionnel pour prendre en charge les symptômes associés au Covid. Et je voudrais sur ce vous dire merci de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Élisée, pour ce brillant exposé qui est vraiment très intéressant parce qu'il débouche sur des actions concrètes de valorisation, ce qui est toujours la chose la plus difficile, mais qui en même temps puise dans un savoir ancien qui a été celui des tradipraticiens, mais en même temps qui a déjà été d'une certaine mesure documenté par trois grands monsieur que tu as cités. Donc ça, c'est un peu nécessaire dans un monde où peut-être tous ces savoir-faire, ces connaissances sont en train risquent en tout cas de disparaître. Donc il y a un travail de mémoire, de documentation de mémoire, et en même temps de réponse à partir de ces savoirs ancestraux, des réponses à des préoccupations tout à fait immédiates. Et bravo pour cette initiative. J'espère qu'on pourra d'une manière ou d'une autre soutenir ou accompagner, en tout cas être présent dans ces initiatives. C'est aussi pour moi un exemple qu'un pays, qu'un gouvernement dise bon, nous avons un savoir, ce sont les tradipraticiens, réagissent quelques jours, quelques semaines après cette épidémie et disent bon, comptons sur nos ressources, valorisons ce travail, ne le méprisons pas comme ça a pu être fait ailleurs. Bravo, enfin, à mon avis, c'est les choses les plus saines. Puis je reviendrai là-dessus, mais en termes de performance, d'efficacité, si on regarde quels sont les indicateurs qui permettent de voir qu'une politique de santé publique a réussi face à une pandémie, c'est le nombre de décès, le nombre de contaminés, la prise en charge des populations, etc. Et si on regarde le nombre de décès, de contaminés en Côte d'Ivoire et qu'on compare avec les pays européens, on se dit mais pourquoi soi-disant les premiers de la classe, les plus riches, les plus intelligents, pourquoi il y a autant de morts alors que ailleurs ça se passe beaucoup mieux. Enfin, à un moment, il faut se poser des questions. Donc, moi, je suis convaincu que le Covid, ça aussi, c'est une remise en cause radicale par les chiffres, d'une nécessité de réforme complète de nos conceptions et de prise en compte. Je pense que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre. Voilà, je ne vais pas conclure à l'avance, mais donc voilà. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des petites... Le micro, il est là.
Voilà, merci. Merci Élisée d'avoir rappelé nos maîtres, notamment le professeur Ake Assis, que j'ai connu, côtoyé, et le professeur Guédé-Guinan aussi, que j'ai eu l'honneur de passer à un jury de thèse avec lui. En tant que maire d'Aloua, il est venu à Bamako. Voilà. J'appréciais quelque chose du professeur Guédé-Guinan, c'est qu'il faisait des petits livrets pour parler d'une plante, ouais, comme s'il parlait d'une personne qui fait du bien. Voilà, ça c'est... Il m'a fait cadeau de certains de ses écrits, mais qui étaient d'une manière simple, racontée d'une plante. Et pour que le commun comprenne l'intérêt de la plante, c'est vraiment très éducatif. Voilà, bon, par rapport à la Covid, je crois, dans mon intervention, j'ai dit que face à cette épidémie, les pays africains se sont mobilisés. Et ce qu'on voyait en Europe nous disait qu'on ne peut plus compter sur l'Europe. Parce qu'on nous montrait l'hécatombe, l'impuissance, la vulnérabilité de l'Occident face à cette pandémie. Et donc, les gens ont dit, ben, on doit s'organiser. Je crois que c'est ce qui s'est passé et que les Africains se sont organisés et il y a eu une mobilisation vraiment. Tous les gouvernements, les gens se sont mobilisés, ils ont fait appel au savoir local, aux savoirs locaux pour dire, apporter des informations. Voilà. Donc, cette démarche, nous saluons. Tout ce qui a été dit, c'est ce qui est important de faire ressortir, c'est cette collaboration entre le programme national de valorisation de la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire vers les universitaires pour que chacun joue son rôle. Je crois que c'est un des points importants que nous devons prendre. Mais il y a ce qui, la réflexion qu'il faisait tout de suite, moi, cette réflexion, je me suis faite. Tout le monde avait prédit de l'hécatombe. Quand il y a eu la Covid, on dit, ah ben si c'est comme ça en Europe, là, quand ça va arriver chez nous avec nos systèmes de santé faibles, là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Mais il n'y a pas eu l'hécatombe. Il n'y a pas eu l'hécatombe parce que les Africains, nous avons géré. Il y a eu ça, nous avons géré. Alors que l'Europe, moi, j'ai été choquée par mon pays adoptif, l'Italie. J'ai été choquée de voir que les gens rentraient de Chine et on faisait comme si rien n'était, et on était dans la négation, et tout le monde tournait dans les restaurants, dans les trucs. On a même organisé un match de football. Voilà, donc d'un coup, il y a eu l'hécatombe. Mais je crois que l'Afrique, nous avons eu la chance que les cas sont arrivés, et on s'était organisé pour recevoir les gens, les isolements et tout cela a eu lieu. Mais la médecine traditionnelle a joué un grand rôle. Tout le monde passe de la jeunesse de l'Afrique, qui a une population jeune. Tout le monde parle du fait qu'il y a le climat. Mais, moi j'ai dit, quelque part, il y a ça aussi ailleurs, mais j'ai dit, si nous n'avons pas eu l'hécatombe, qu'est-ce que les Africains ont utilisé que les autres n'ont pas? Donc, moi je pense qu'il y a à chercher la réponse dans ces nombreuses plantes et ces pratiques que les Africains ont ajoutées. Voilà. Donc, pour éviter vraiment la diffusion, parce qu'il y a des méthodes d'isolement qui existent chez nous, on suspecte un truc, on te met dans des isolements pour que vous ne contaminez pas. Parce que la santé, comme je vous ai dit, dans les définitions, c'est un bien-être global. Global. Donc, dès qu'on voit qu'il y a un déséquilibre, on prend les précautions pour éviter de contaminer le reste de la communauté. Voilà. Donc, félicitations. Merci. Merci. Merci pour cette belle présentation et je te remercie de la proposition pour la deuxième rencontre de cette ethnomédecine. Et on pourrait partir avec vous dans cette organisation. N'est-ce pas, mon cher?
Avec plaisir. Voilà. On en parlera tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que moi je trouve que la réponse était intelligente du côté des Ivoiriens, parce qu'on a vécu qu'on a cassé le système international des aides, etc. Et qu'on était un peu orgueilleux. Et on n'a pas partagé vraiment ce qu'il faut partager pour les vaccins, etc. Donc c'était intelligent, la réponse collective, c'est une intelligence collective. Mais seulement, il faut discuter aussi la question de est-ce que c'est une question de développement d'immunité locale, ou bien c'est vraiment les plantes médicinales qui ont trouvé des réponses? Parce qu'on a vu, c'est la même chose au Maroc, on a fait les vaccins, etc. Mais il y a une immunité qui est développée déjà pour tout ce qui est grippe ou autre chose. Donc, c'est pas comme en Europe où c'est vraiment, on a l'habitude de prendre les vaccins, les médicaments, et on a presque allégé l'importance de l'immunité. Donc, je ne sais pas votre avis. Eh bien, ouais. D'accord, ok, ça marche. Merci. Bonjour, merci pour cet exposé bref et concis. Et donc pour rejoindre le point qui a été évoqué par Madame, il y a certainement des solutions à trouver dans les plantes et les molécules qui sont tombées dans le domaine public. On se souvient tous par exemple du déchaînement médiatique contre l'ivermectine, qui est quand même une molécule à l'efficacité approuvée. Mais la question que je voudrais, peut-être parce que je ne suis pas un peu la situation en Côte d'Ivoire, mais je voudrais savoir quelle a été la marge de manœuvre. Est-ce qu'il y a eu une marge de manœuvre ou pas des praticiens justement dans la gestion de cette crise pandémique? Est-ce que le gouvernement vous a peut-être laissé une marge de manœuvre? Voilà. Si vous pouvez me donner une idée là-dessus. Mais sinon, je voudrais bien que vous repreniez un tout petit peu le passage où vous parlez de l'échantillon de plantes que vous avez. Je ne sais pas si on peut retrouver la diapo rapidement. Et vous me dire exactement de quelle plante vous parlez, peut-être juste un petit échantillon. Ok, merci. C'est bon? Alors, je vais retrouver le PowerPoint, je pense. Pas nécessaire? Bon, voilà. Bon, alors, d'abord, la question de l'immunité naturelle, peut-être qui se serait dégagée au niveau des pays de l'Afrique, on n'a vraiment pas exploré cela. Ce qu'on a fait, comme j'ai dit, ce sont des données observables. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la crise a commencé, notre souci, c'était de voir comment la population allait se comporter. Et donc, on a essayé de parcourir des sites au niveau d'Abidjan et certaines villes, et on a vu que la population avait une préférence, vraiment, dès qu'ils avaient un rhume, ils avaient des coups battus, ils avaient la fièvre, le premier réflexe, c'était d'aller vers les plantes médicinales. C'était le premier réflexe. Donc, on n'a vraiment pas fait une étude pour voir est-ce que c'est vraiment les plantes qui étaient à l'origine de la réduction de ce taux, de cette incidence-là, mais le constat, c'est que les populations et les vendeuses interrogées disaient que les populations les consultaient pour des symptômes qu'on retrouvait lorsqu'on avait le Covid. Et donc, on s'est dit que certainement que peut-être qu'il y a eu un impact, mais il faut approfondir, il faut faire des tests. C'est pour ça, à la fin de la présentation, j'ai fait un schéma avec 40 espèces qui ressortent de toute la bibliographie qui sont communément utilisées par ces populations. Je pense que notre intérêt, c'est de creuser et puis de voir par la suite si ces plantes-là pourraient effectivement contribuer. Mais je voudrais déjà dire que sur ces plantes-là, il y a certaines que j'ai déjà étudiées. Parce que quand vous prenez le Desmodium adscendens, c'est une plante qui est le Desmodium, je pense peut-être que vous connaissez, c'est une plante qui est puissamment immunomodulatrice. Et donc déjà, on peut supposer qu'en termes de détresse, de stress, cette plante pourrait contribuer à stimuler le système immunitaire, donc contribuer aussi à anticiper en matière de crise de Covid. Voilà. Pour la question au niveau des plantes, il faut dire que toutes ces plantes qui ont été montrées dans la présentation, ce sont des plantes qui ont été citées une à plus de 2 fois. Et donc en termes de fréquence, par exemple, le gingembre est utilisé même en instillation nasale, pour ceux qui supportent, de telle sorte que ça puisse décongestionner les narines. Donc, ce sont des plantes qui sont assez bien connues chez nous au pays et qui ont déjà été utilisées plusieurs fois par les populations. Voilà un peu ce que je veux dire en ce qui concerne les plantes. Et là, je n'ai que montré qu'un échantillon des plantes qui étaient les plus citées par les herboristes. Voilà, je pense... Oui.
La deuxième question, c'était l'accompagnement. Alors, quelle était la marge de manœuvre? C'est ça, justement. Alors, nous avons saisi l'occasion, parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi sur l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé a été votée en 2015. Par la suite, il y a eu le décret qui fixe le code d'éthique et de déontologie des praticiens de médecine traditionnelle. Ça a été en 2016. Et lorsque l'État nous a fait l'appel de la contribution, nous avons saisi toutes les opportunités qui pouvaient être saisies en fait pour faire des propositions. Et donc, sur cette démarche-là, nous avons recueilli des recettes qui nous ont été envoyées par des praticiens et nous avons fait une sélection. La base de la sélection était claire. D'abord, dans les recettes, quels étaient les plantes qui étaient mis dedans? Si on avait des plantes toxiques, on retirait ces recettes-là de la liste. Et ainsi de suite, pour finir, nous avons retenu que 30 recettes qui ont été soumises à la faculté de pharmacie pour analyse et la suite. Donc, on a eu cette marge de manœuvre que nous donnait la loi, en fait. Et nous avons travaillé. Mais, il faut le dire, ce qui coince, c'est qu'il n'y a pas de soutien financier, en fait. Donc, les remèdes sont là, mais on n'avance pas en termes de résultats d'analyse. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième présentation.